Les rues de Dar es Salaam brûlent sous un ciel d'étain, et les sirènes ne cessent plus de hurler. Ce qui devait être une élection tranquille s'est mué en une onde de choc politique que tout le continent observe, comme un avertissement. Alors qu'un pouvoir chancelle, une question se répand de Ouagadougou à Dar es Salaam. Ibrahim Traoré aurait-il choisi le silence ou la rupture? Dans l'éclat rouge des flammes, l'Afrique se regarde dans le miroir de sa propre insoumission et retient son souffle avant la tempête. Dans les heures qui suivent, les regards du continent se tournent vers la Tanzanie, miroir brûlant d'une génération qui ne veut plus plier. Ce reportage cherche à comprendre comment un soulèvement local peut révéler les failles d'un modèle politique entier et annoncer la montée d'une nouvelle souveraineté africaine. Car, au-delà des flammes et des slogans, c'est la confiance entre les peuples et leurs armées qui vacille, redessinant silencieusement l'équilibre des pouvoirs. Les chiffres, les voix, les silences, tout parle d'un basculement plus profond que les bulletins de vote. Pourquoi ce moment semble-t-il différent? Parce que l'armée tanzanienne n'a pas tiré, et que ce choix, à lui seul, pourrait inverser le cours de l'histoire. Si les soldats refusent d'obéir à la peur, c'est peut-être le signe qu'une ère s'achève et qu'une autre commence, là où la rue, la nation et la dignité se rejoignent. Deux faits simples ont suffi à transformer une élection contestée en crise nationale: la coupure d'Internet et le refus de l'armée d'intervenir. Ce contraste, entre silence numérique et désobéissance militaire, raconte mieux que tout la fracture d'un pays. À Dar es Salaam, l'ordre a tenu à peine 24 heures. Les affrontements ont éclaté dès le lendemain, forçant le gouvernement à imposer un couvre-feu à partir de 18 heures dans une ville de plus de 6 millions d'habitants. Les hôpitaux débordent, les communications sont coupées et l'air est saturé de gaz lacrymogènes. Mais dans cette confusion, une scène s'impose. Des milliers de jeunes Tanzaniens, téléphones éteints, marchant vers les casernes, cherchant le regard des soldats. Ce moment, capté par quelques caméras étrangères avant le blackout, a bouleversé la rhétorique habituelle du pouvoir. L'armée, censée restaurer l'ordre, choisit l'immobilité. Et ce geste, une simple abstention, devient le symbole d'un basculement. Pour la première fois depuis longtemps, la force ne répond plus à la peur. C'est ici que le parallèle avec Ibrahim Traoré prend tout son sens. À Ouagadougou, son ascension reposait sur un pacte inédit entre la jeunesse et les forces armées. Un contrat tacite fondé sur la légitimité populaire plutôt que sur la coercition. En Tanzanie, l'écho est saisissant. Les uniformes se taisent et dans ce silence, beaucoup reconnaissent une forme de respect envers le peuple. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est déjà un avertissement. Car si le Burkina Faso a ouvert la voie d'une souveraineté assumée, la Tanzanie pourrait bien, à son tour, transformer une émeute en manifeste continental. Au milieu du chaos, certains visages émergent, discrets mais déterminants. Parmi eux, Acha Mtemvu, étudiante de 23 ans, devenue l'une des figures spontanées du mouvement. Son récit circule à voix basse. Lorsque les premières grenades lacrymogènes ont éclaté, elle a aidé à transporter les blessés vers l'université, transformée en hôpital improvisé. Quelques heures plus tard, son image, un drapeau tanzanien noué autour du bras, a fait le tour des messageries avant la coupure du réseau. Depuis, personne ne sait où elle est. Dans un autre quartier, le capitaine Mwenda, officier de réserve, a refusé d'exécuter l'ordre de dispersion. Son unité s'est contentée de bloquer les routes sans tirer, un choix rare dans une région habituée à la répression immédiate. Ce simple geste de retenue a suffi à fissurer la narration officielle. Soudain, la frontière entre force de l'ordre et force du peuple s'estompe. À travers ces micro-décisions, c'est la notion même d'autorité qui se redéfinit. Les premiers témoins parlent d'un sentiment inédit, ni victoire, ni défaite, mais une suspension, comme si tout le pays retenait son souffle, conscient que la moindre étincelle pourrait décider du destin d'une génération. Et si ce silence, plus que les cris, annonçait déjà la fin d'un cycle, passons maintenant à l'essentiel. Le pouvoir n'a plus peur du bruit. Il redoute désormais le calme. Tout a commencé à midi. Une foule compacte a envahi la place Uhuru. Drapeaux brandis, chants mêlés de colère et de ferveur. La police a d'abord observé, hésitante. Puis les ordres sont tombés, dispersés. En quelques minutes, la ville entière s'est transformée en champ d'écho. Sirènes, cris, explosions de gaz lacrymogènes. Les premiers affrontements ont éclaté près de la gare centrale. Des manifestants ont incendié un bus du transport rapide,
Les forces de l'ordre ont riposté à balles en caoutchouc. Dans les quartiers périphériques, les habitants ont dressé des barricades de fortune avec des pneus en feu. Les hélicoptères tournaient au-dessus de Dar es Salaam, filmant l'onde de révolte qui gagnait la côte. Chaque heure apportait une rumeur nouvelle. Un commissariat brûlé, un hôpital débordé, un quartier plongé dans le noir. À 16 heures, le ministère de l'Intérieur a déclaré l'état d'urgence partiel. Un couvre-feu strict a été instauré. Toute circulation interdite après 18 heures. Mais les rues ne se sont pas vidées. Au contraire, plus la répression s'annonçait, plus la foule semblait déterminée. Des milliers de jeunes ont marché vers le siège du CCM, le parti au pouvoir, brandissant des pancartes où l'on lisait « Si la voie est coupée, nous parlerons par nos pas ». C'est à ce moment-là que les caméras ont capté la bascule. Des soldats stationnés à la sortie ouest ont refusé d'avancer. Le commandant local, visage fermé, a simplement levé la main. Pas de feu. Une décision brève, mais lourde. Le gouvernement a tenté de nier, puis de minimiser, parlant de malentendus tactiques. Mais la vidéo a circulé avant la coupure complète du réseau. Des soldats immobiles face à la foule. En quelques heures, cette image est devenue virale dans toute l'Afrique de l'Est. Dans les quartiers nord, les habitants ont crié « L'armée est avec nous ». La tension s'est transformée en euphorie brève, presque irréelle. Pour la première fois, le pouvoir paraissait vulnérable, non parce qu'il avait perdu sa force, mais parce qu'il avait perdu l'obéissance. Le lendemain, les rues étaient jonchées de pierres, de drapeaux brûlés et de slogans effacés à la hâte. Les magasins fermés, les bus arrêtés, la radio nationale muette pendant plusieurs heures. Les diplomates étrangers parlèrent déjà d'un risque de fracture interne, tandis que les observateurs régionaux cherchaient un précédent. C'est alors qu'un nom a ressurgi sur toutes les lèvres, Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso, son modèle d'alliance entre armée et jeunesse semblait soudain offrir une lecture possible du chaos tanzanien. Les analystes y voyaient le même point de rupture, quand la légitimité populaire se déplace plus vite que les institutions. À Dar es Salaam, la nuit est tombée sans que le couvre-feu soit respecté. Le pouvoir a gagné du temps, pas l'autorité. Et dans ce vide fragile, chacun pressentait que l'Afrique venait peut-être d'assister à plus qu'une émeute, une leçon sur la fidélité et la peur. Avant la coupure d'Internet, les indicateurs de tension étaient déjà mesurables. Selon l'ONG NetBlocks, la connectivité nationale est passée de 92% à 14% en moins de 6 heures, un effondrement typique des opérations de censure d'État. Une telle chute traduit, selon les experts, une volonté de contrôler la narration plus que la sécurité publique. Sur le terrain, la police a annoncé 2 morts et 47 blessés lors des premières 24 heures. Mais les hôpitaux de Dar es Salaam en ont recensé plus du double, selon un rapport interne relayé par la Croix-Rouge. Le décalage statistique souligne l'écart entre communication officielle et réalité sanitaire. Autre donnée marquante, 78% des incidents se sont concentrés dans 3 zones, Temeke, Kinondoni et Ilala, soit les districts les plus jeunes du pays. Cette corrélation démographique confirme que la contestation reste portée par une génération née après 2000, connectée, urbaine et socialement mobile. La fracture n'est donc pas seulement politique, elle est générationnelle. Les observateurs économiques notent aussi un effet immédiat. La bourse de Dar es Salaam a perdu 3,4% en 2 jours. Les grandes entreprises minières, craignant un risque régional, ont suspendu certaines opérations. Ces chiffres, souvent invisibles dans la couverture médiatique, montrent que la contestation n'est pas isolée. Elle pèse sur la stabilité du marché est-africain. Mais au-delà des données brutes, un glissement s'opère dans la perception du pouvoir. Les enquêtes locales menées avant la crise montraient un taux de confiance institutionnelle de 61%. 2 semaines plus tard, après la répression et le silence de l'armée, il tombe à 38%. En politique, une telle chute en si peu de temps équivaut à un séisme symbolique. La parole officielle cesse d'être crue, même par ceux qui la répètent. Pour Ibrahim Traoré, qui a souvent insisté sur la mesure comme preuve de vérité, ces écarts résonnent comme un avertissement continental. Il n'y a pas de stabilité durable sans données partagées, ni de souveraineté sans transparence. Et c'est peut-être là la différence essentielle entre répression et légitimité. La première masque les chiffres, la seconde les assume. L'évolution des courbes n'est donc pas un simple détail technique. Elle raconte la perte progressive du monopole de l'information. Quand un État doit éteindre le réseau pour conserver le contrôle,
c'est qu'il a déjà perdu le récit. Et dans un monde où chaque téléphone devient caméra, chaque coupure devient une preuve. Pour le gouvernement, la ligne officielle est claire. La fermeté protège la stabilité. Dans un communiqué lu sur la radio nationale, le ministre de la Défense a déclaré que le maintien de l'ordre est la première condition de la démocratie. Selon lui, les forces armées ont évité l'affrontement direct pour préserver les vies et l'image du pays. Un argument difficile à contredire sur le papier. Dans une région où chaque vacillement attire les prédateurs extérieurs, l'ordre semble une garantie vitale. Et certains diplomates africains, en privé, reconnaissent que la neutralité de l'armée pourrait être interprétée comme un signe de maturité institutionnelle, non de faiblesse. Mais la rue raconte une autre version. Pour les manifestants, cette retenue n'est pas prudence, mais fracture. Ils rappellent que la confiance se gagne en parlant, pas en se taisant. Les associations de défense des droits humains soulignent que plus de 50 arrestations arbitraires ont été recensées depuis le couvre-feu, et que les tribunaux militaires examinent désormais des dossiers civils. À leurs yeux, la stabilité invoquée n'est qu'un masque, celui d'un pouvoir qui redéfinit la paix comme absence de bruit. Ces deux récits ne s'excluent pas, ils s'observent, se redoutent. Entre prudence stratégique et dérive autoritaire, la frontière devient poreuse. Et c'est dans cet entre-deux que se joue la crédibilité du pouvoir. S'il admet que l'ordre sans dialogue est une impasse, il sauve sa légitimité. S'il persiste à confondre silence et apaisement, il prépare la prochaine tempête. La Tanzanie, ce soir-là, n'était ni victorieuse ni vaincue. Elle tenait debout, vacillante, dans le clair-obscur de sa propre conscience politique. Un pays face à son reflet, partagé entre peur du chaos et désir d'émancipation. Une image a suffi, celle d'un soldat tanzanien, casque levé, regard perdu, face à la foule. Ni arme levée, ni ordre crié, seulement une hésitation, brève mais lourde. 7 secondes suspendues à traverser les écrans avant la coupure du réseau. Pour beaucoup, c'est là que tout a basculé. Un silence plus fort que 100 slogans. Et dans ce vide, l'Afrique a reconnu quelque chose d'elle-même. La fatigue des ordres venus d'en haut, la soif d'un pouvoir qui écoute. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré avait déjà formulé cette équation. Une armée qui obéit à sa nation, non à sa peur. Son nom circule désormais comme un écho dans les rues de Dar es Salaam, non comme un modèle imposé, mais comme un rappel. La loyauté ne se décrète pas, elle se mérite. Ce moment charnière transforme la révolte en question collective. Non plus qui gouverne, mais qui protège. Et dans cette inversion simple, tout l'équilibre du continent se redessine. Parlons d'abord du pouvoir sous pression. Le gouvernement tanzanien s'est replié derrière les murs du palais d'État. Une série de réunions d'urgence a été tenue avec les chefs militaires. Mais aucun communiqué n'a dissipé les doutes. Les rumeurs de remaniement circulent déjà, tout comme la crainte d'une purge interne. Pour la première fois depuis 20 ans, l'appareil d'État paraît craindre ses propres serviteurs plus que la rue. Ensuite, concernant les marchés et les entreprises, les milieux économiques ont réagi en silence. La Banque centrale a gelé plusieurs opérations de change, tandis que les investisseurs étrangers suspendaient leurs transactions. Les petites entreprises locales, dépendantes du transport urbain, ont perdu près de 60% de leur chiffre d'affaires en 3 jours. Mais un fait inaperçu révèle l'ampleur du choc. La société de télécom principale a publié un message codé sur sa page d'erreur. Service interrompu pour cause de vérité excessive. Une ironie technique devenue manifeste politique. Puis, pour les citoyens et la mémoire. Pour les habitants de Dar es Salaam, ces jours ont changé la perception du risque. Les familles gardent désormais l'habitude de stocker eau et vivres dès qu'un communiqué présidentiel est attendu. Mais au-delà de la peur, une fierté nouvelle s'installe, celle d'avoir tenu debout sans violence massive. Un enseignant confie « Nous avons appris que l'armée peut hésiter, et cette hésitation nous protège. » La question posée à voix basse dans tout le pays « Qui nous protège ?» Man trouve là sa première réponse. Enfin, le continent observe et s'ajuste. Au Kenya, des étudiants ont brandi des pancartes reprenant la phrase « Pas de feu ». Au Ghana, un député a cité la neutralité tanzanienne comme exemple de retenue institutionnelle. Mais c'est au Burkina Faso, sous le regard d'Ibrahim Traoré, que le symbole a pris tout son poids. Son discours sur la loyauté militaire trouve ici une confirmation empirique. Quand l'armée choisit la nation, l'État cesse d'être une forteresse, il devient un pacte. Et ce message, plus que n'importe quel traité, circule d'un bout à l'autre du Sahel.
Les conséquences ne sont plus locales. Elles redessinent la grammaire même du pouvoir africain. Non plus celui qui commande, mais celui qui comprend. Imaginons un premier scénario, celui de la lente recomposition. Le gouvernement tanzanien parvient à rétablir un ordre fragile. Les manifestations se dispersent sous la fatigue et les négociations locales. L'armée reste en retrait, mais renforce son influence dans les décisions sécuritaires. Le pouvoir conserve le contrôle, mais à un prix. La méfiance durable d'une jeunesse qui ne croit plus aux promesses électorales. Cette stabilité molle deviendrait alors le visage du nouveau statu quo africain. Calme en surface, érosion en profondeur. Considérons maintenant un scénario plus optimiste, celui de la mutation souveraine. Un dialogue national s'ouvre sous la pression de la société civile et des églises. Une réforme électorale est lancée. La liberté de la presse rétablie. L'armée, consciente de sa nouvelle légitimité, se pose en médiatrice entre peuple et État. Dans ce scénario, la Tanzanie pourrait devenir le premier pays d'Afrique de l'Est à transformer une crise de confiance en modèle de refondation. Un précédent qui, sous le regard d'Ibrahim Traoré, donnerait chair à l'idée d'un printemps africain fondé sur la discipline plutôt que sur le chaos. Enfin, envisageons le pire scénario, celui de la rupture institutionnelle. Les tensions persistent, les arrestations se multiplient, et une partie de l'armée finit par basculer. Un comité de restauration prend le pouvoir au nom de la sécurité nationale. Les frontières sont fermées, les médias étrangers expulsés, et la population replonge dans la peur. Ce scénario, déjà vu au Soudan ou au Niger, ramènerait le pays dans la spirale des transitions sans fin. Mais il ne détruirait pas l'idée née dans la rue, celle d'une loyauté qui ne se commande pas. En conclusion, si la Tanzanie comprend que la légitimité ne s'impose pas mais se cultive, alors l'Afrique entière pourrait apprendre qu'entre obéissance et liberté, le véritable choix n'est pas la force, mais la confiance. À Dar es Salaam, la vie a repris, mais différemment. Les cafés rouvrent, les taxis klaxonnent, les vendeurs reprennent leur place sur les trottoirs. Rien n'a vraiment changé, et pourtant, tout semble déplacé. Sous les conversations banales, plane une question que plus personne n'ose formuler. Que vaut une victoire quand elle coûte la parole? Chez les jeunes, la colère s'est muée en vigilance. Les réseaux se reconstruisent lentement, entre groupes privés et messages chiffrés. Une génération découvre que le pouvoir ne s'observe plus seulement à la télévision, mais dans chaque geste quotidien. Refuser, discuter, documenter. Dans les campus, on parle d'organisation, pas de revanche. Dans les mosquées, on prêche la patience, pas la peur. Les enseignants, les artistes, les journalistes forment une constellation fragile. Ils ne se connaissent pas tous, mais partagent la même idée. Raconter, même sans micro, reste une forme de résistance. Chaque mot, chaque image, chaque silence devient un territoire gagné sur la censure. Et pour ceux qui regardent depuis d'autres pays africains, l'histoire tanzanienne n'est plus un fait divers, c'est un miroir. Un rappel que les révolutions contemporaines ne naissent pas toujours des armes, mais parfois d'un simple refus de tirer. Le bruit des sirènes s'estompe, mais la mémoire demeure. Dans le tumulte du monde, certaines hésitations valent au plus qu'un cri. Face à cette fracture silencieuse, plusieurs chemins se dessinent, encore fragiles, mais réels. Première étape, restaurer la parole publique. Le gouvernement pourrait ouvrir un forum national diffusé en direct, où citoyens, armées et ONG dialogueraient sans intermédiaire. Ce simple geste, mesurable par le nombre de débats retransmis, marquerait la fin du blackout institutionnel. Deuxième étape, libérer les chiffres, rendre publiques les données sur les arrestations, les blessés et les coupures réseau. La transparence, ici, devient un outil de stabilisation. Elle transforme la peur en prévisibilité. Troisième étape, redéfinir le pacte civilo-militaire. Former les officiers aux missions de médiation communautaire, à l'image de certaines unités au Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré. Un modèle simple, protéger avant de contrôler. Si la Tanzanie adopte cette logique, alors la loyauté cessera d'être un ordre. Elle redeviendra une valeur. Quatrième étape, renforcer la confiance régionale. L'Union africaine et la SADC peuvent proposer une charte des armées citoyennes, évaluée chaque 6 mois par un audit indépendant. Une mesure technique, mais symboliquement puissante, codifier la retenue. Ces étapes ne garantissent pas la paix, mais elles en construisent la possibilité. Car dans un continent souvent régi par l'urgence, la lenteur peut devenir la vraie réforme. Et peut-être qu'en mesurant autrement la force,
l'Afrique apprendra enfin à mesurer sa maturité. Dans la mémoire du pays, il restera sans doute une image, celle d'Acha Mtemvu, drapeau au bras, marchant vers les casernes. Personne ne sait ce qu'elle est devenue, mais son geste résonne désormais plus fort que n'importe quel discours. Entre peur et courage, elle incarne cette zone grise où naissent les véritables changements. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré avait parlé d'un devoir de lucidité, ne pas confondre silence et paix. Cette phrase, longtemps citée dans les cercles militaires, circule aujourd'hui dans les universités tanzaniennes comme un proverbe détourné. Parce qu'au fond, ce n'est pas la violence qui transforme un peuple, mais sa capacité à reconnaître le moment où l'ordre cesse d'être juste. Les flammes de Dar et Salam se sont éteintes, mais l'étincelle demeure. Une génération vient d'apprendre que la loyauté peut changer de camp. Et dans le vacarme du monde, le vrai courage reste le calme. Chaque époque choisit ses symboles. Pour la Tanzanie, ce ne sera ni un drapeau ni un slogan, mais ce regard échangé entre un soldat et une foule. Dans ce silence suspendu, l'Afrique entière a entendu la même question. Quand la peur recule, que reste-t-il du pouvoir? Les jours passent, les hashtags s'effacent, les images se dissolvent. Mais certaines hésitations continuent d'agir comme des semences, invisibles, patientes, obstinées. Elles rappellent que les révolutions d'aujourd'hui ne se gagnent pas toujours dans la rue, mais dans la façon de regarder l'autre sans haine. Le nom d'Ibrahim Traoré, ailleurs, réapparaît comme un fil conducteur, celui d'une souveraineté en construction, tissée entre discipline et espérance. Et si l'Afrique, en apprenant à douter sans renoncer, inventait simplement une nouvelle forme de force, alors, à chacun de nous de répondre « Quelle loyauté voulons-nous bâtir ?»